C'est pas la première dissertation que je fais sur les caractères, c'est la deuxième, mais les deux sont complémentaires, hein. C'est pas du tout le même sujet, et c'est une autre manière de se préparer à la disserte et de mieux connaître cette œuvre sur laquelle vous pouvez tomber à l'écrit du bac. Et puis, je voulais aussi vous dire que j'ai lu les caractères en livre audio, donc la playlist est dispo sur ma chaîne, et là, ça c'est la dissertation que j'ai publié donc il y a 6 mois déjà. Passons à celle d'aujourd'hui. Passons au sujet d'aujourd'hui. L'auteur des caractères donc cherche-t-il à donner une image fidèle de ses contemporains? Et vous verrez que ce sujet il est pas mal parce que il nous permet de parler de la comédie sociale. Il est pas si dur que ça à étudier, mais je vais en dire quelques mots avant de passer à l'intro. Bon, l'auteur des caractères, évidemment, c'est La Bruyère, et on se demande s'il cherche, on se pose la question de l'intention de l'auteur ici, hein. Et évidemment, on peut que réfléchir à partir de notre réception de l'œuvre, hein. Mais on peut essayer de supposer quel était son objectif, ou plutôt ses objectifs, ses buts, ses fins, en écrivant les caractères. Donc, est-ce qu'il cherche à donner une image fidèle de ses contemporains? Donner une image fidèle, ça veut dire déjà qu'il s'agit d'une image, qu'il y a quelque chose de visuel dans les caractères. Et oui, ça c'est évident, l'œil de La Bruyère est particulièrement précis, attentif, on va l'étudier, c'est vraiment l'objet de cette disserte, hein. Le style presque pictural de cette œuvre. On va pas aussi oublier que le théâtre est visuel, le théâtre aussi est fait d'images en mouvement, certes, d'images vivantes, mais c'est aussi spectaculaire. Le mot spectacle, il vient du latin specio, qui est regarder. Donc, le théâtre, comme une image, comme un tableau, se regarde. Comme un miroir aussi, parce qu'on parle d'image fidèle. Et une image fidèle, c'est soit un tableau ultra réaliste, soit au théâtre quelque chose de très vraisemblable. Le cinéma n'existe pas à l'époque de La Bruyère, donc j'en parle pas, la photo non plus, soit un miroir. Donc on pourrait se dire qu'en fait en regardant les caractères, on est comme face à nous-mêmes, face à un miroir bon alors ici je vous montre un portrait présumé de La Bruyère qui peut illustrer aussi, hein, donc cette image, ce portrait ressemblant, enfin qui serait ressemblant. Est-ce que cette image elle est fidèle et surtout est-ce qu'elle représente ses contemporains? Ici il y a aussi une question qui se glisse dans le sujet, je dirais une question annexe que vous pouvez traiter tout en traitant le sujet, c'est de savoir si c'est les contemporains, si c'est la société propre à La Bruyère qu'il peint, c'est-à-dire celle de la fin du XVIIe, celle qu'il connaît, ou si c'est l'être humain, si c'est plus universel. Évidemment, il y a une tension entre les deux, hein, parce que c'est une œuvre qui est ancrée dans un contexte précis, celui de la cour, ou en tout cas celui entre Paris et Versailles, dans les années, on va dire 1680-1690, c'est très précis, mais en fait, La Bruyère nous parle des hommes. D'ailleurs, le chapitre 11, le livre 11, qui n'est pas au programme pour les séries générales, mais qui est au programme pour les séries techno, il s'appelle De l'homme. C'est un travail d'anthropologue que fait La Bruyère, et il n'attend pas le livre 11 pour le faire. Bon, donc on va parler de cette tension aussi un peu, mais surtout on va questionner la fidélité de cette image, des hommes, des êtres humains, des contemporains, de La Bruyère, l'image qu'il en donne dans son texte. Et puis il y a une autre chose que je voulais vous dire avant de vous montrer l'intro. J'ai tout rédigé, hein, donc je vais vous le publier sur mon site, le lien sera dans la description. La dernière question qu'on va se poser, qui se glisse aussi dans ce sujet, enfin qui participe du sujet, c'est pourquoi est-ce qu'il veut donner une image fidèle de ses contemporains? Si c'est une image fidèle, pourquoi une image fidèle? Et si elle n'est pas si fidèle que ça, si c'est une image déformée ou impressionniste, enfin une image un peu plus abstraite de ses contemporains, alors dans ce cas-là, pourquoi? Donc on va explorer tout ça. On commence par ce que je propose en accroche. Donc, mon accroche, elle s'arrête ici, avec sa transition là. Donc je masque le reste pour l'instant. Ce que je propose en accroche, c'est de rappeler ce qu'il a dit en préface. Je rends au public ce qu'il m'a prêté. J'ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage.
Et ensuite, bon, il y a une petite transition pour qui présente classiquement ce qu'il faut dire de l'œuvre. C'est que son œuvre est parue en 1688, mais elle a connu plusieurs augmentations successives jusqu'en 96 et qu'elle explore la société de la fin du XVIIe siècle. Bon, ça je vous l'ai déjà dit moi dans mon intro à l'oral. Soyez attentifs quand même à l'importance de faire une phrase entre l'accroche et cette présentation générale de l'œuvre. Il est vrai que dans les caractères, le moraliste tend à s'approcher du réel et à le montrer à son lecteur. Voilà, c'est ce que j'ai proposé ici très simplement. Enfin, en essayant de rester simple et clair. C'est un peu incorrect de commencer par une conjonction de coordination, donc finalement je vais commencer cette phrase juste par La Bruyère. La Bruyère parvient à donner une image ressemblante de cette société. Là, je reformule le sujet. En fait, en reformulant le sujet, vous l'analysez. Les deux vont ensemble. Donc une image ressemblante de cette société qu'il décrit, ça renvoie à la société de cour. Le lecteur est plongé dans l'œuvre à travers des étopées, et ici je dis ce qu'est une étopée. En fait, là, beaucoup des remarques, surtout les plus connues, celles que vous allez avoir en explication linéaire, ce sont pour la plupart des formes d'étopées, description détaillée des habitudes et des caractères d'un personnage, ou des scénettes. Sachant que les deux se combinent souvent, les deux sont cumulables, quoi. Mais aussi des observations générales, il y en a beaucoup, des réflexions, des recommandations à son lecteur. Cependant, La Bruyère n'a pas comme seul objectif d'être réaliste, c'est-à-dire de refléter fidèlement la société. Donc là, vous voyez déjà, on crée une tension dès l'intro, et ça va justifier le fait qu'on se pose la question, ça va justifier notre problématique. Il cherche aussi à rendre son livre divertissant, parfois comique, et il veut éveiller les consciences en faisant la critique de personnages pervertis. Ici, on va annoncer tout de suite, enfin avec cette phrase, on annonce tout de suite la démarche de moraliste. Pour cela, son œuvre ne peut être résumée à un simple miroir, ou non, ne peut être considérée que comme un miroir. Ne peut être considérée, je me corrige, que comme un simple miroir, là c'est déjà mieux. Dès lors, est-ce que les caractères proposent au lecteur un miroir d'eux-mêmes ? Bon, on pourrait enlever cette phrase en fait. Je préfère sans l'enlever, oui. Parce que si on vient de dire qu'on ne peut pas la considérer comme un simple miroir, alors ça n'a aucun sens de poser les questions de problématique ici. Voilà. Notre intro n'est pas encore terminée, On a l'accroche, l'analyse de l'œuvre, on a exprimé la tension qui se loge, qui existe dans ce sujet, le problème du sujet en fait. On a posé une question de problématique grâce à la tension et l'analyse qu'on venait de faire. Et puis, on arrive à notre grand 1 d'abord dans l'annonce de plan. Il est vrai que La Bruyère reflète fidèlement la société, en particulier les vices de son temps. On va, au lieu de mettre une parenthèse, on va écrire en particulier les vices de son temps. Ensuite, la deuxième, l'annonce du grand 2 va commencer par un mais. Il y a 3 grandes parties, pour cette disserte j'en fais 3. Mais le moraliste met en scène son public, ce qui amène à une déformation théâtrale de la réalité. Ici, on va étudier la théâtralité de cette comédie sociale, c'est le parcours associé à l'œuvre, comédie sociale, qu'est les caractères. Et j'utilise le terme de mettre en scène, parce qu'on va voir le moraliste non pas comme celui qui tend un miroir, mais plutôt comme celui qui agence sur une scène, dans un décor qui ressemble fortement à la réalité, des scénettes, où les comédiens, certes, ressemblent à des hommes, mais sont dirigés par La Bruyère, et ils ont souvent un caractère ridicule et bouffon. On va explorer tout ça, et je vais vous donner quelques exemples tirés des caractères pour illustrer ça. Enfin, c'est pour introduire le grand 3 ici, enfin, les caractères peuvent être considérés comme un miroir grossissant et divertissant qui nous renseigne sur nous-mêmes, selon le précepte latin du placere et docere, entre parenthèses, plaire et instruire. On n'est pas obligé de mettre cette fin de phrase un peu savante, mais je décide de vous la proposer parce que plaire et instruire, c'est ça participe de la comédie. Molière adorait ou reprenait ce principe poétique, théâtral que le poète latin Horace a le premier exprimé, et La Bruyère aussi. La Bruyère reprend cette ambition, cette double intention
de l'homme de théâtre, mais aussi du moraliste avec La Bruyère. Voilà. Voilà pour notre intro. Je mets le petit alinéa parce que sinon c'est moche. Je vous recommande de mettre des alinéas. Mon correcteur orthographique ne connaît pas le mot étopée, mais je vous confirme que ça s'écrit bien comme ça, avec un TH ici. Voilà. On passe à la suite. Il est vrai, ça c'est notre grand 1, je repris le titre du grand 1. Il est vrai que l'écriture de La Bruyère reflète fidèlement la société, surtout ses vices. Donc là, je vais mettre un point au lieu de fermer une parenthèse qui n'existe pas. Et puis, 2 sous-parties. Je me permets de mettre 2 sous-parties parce que on a fait 3 grandes parties. Donc vous n'êtes pas obligé de faire 3 sous-parties. Et on va parler d'abord de ce regard très précis que La Bruyère porte sur ses contemporains, sur la société. J'ai rédigé cette disserte, la voilà en version complètement rédigée là. Mais moi, dans la vidéo, je vais vous montrer que ce qui était en fait le brouillon de cette rédaction, sachant que cette disserte, vous la trouverez, je le répète, vous la trouverez sur mon site internet et le lien est dans la description. Donc, l'exemple que je propose ici, Arias a tout lu, tout vu, il veut le persuader, il aime mieux mentir que de se taire. C'est une phrase que vous pouvez retenir pour illustrer tout ça. Et pourquoi le cite ici, c'est pas évident. Donc j'explique pourquoi je trouve que cette phrase, qui est donc dans la remarque 9 de la Société de la conversation, si je me souviens bien, remarque 9, je peux le préciser, mais vous n'êtes pas obligé d'être aussi précis à chaque fois que vous citez le texte dans vos dissertes. En fait, Arias est à un dîner. Il est invité à un dîner et c'est une situation dans laquelle les lecteurs de La Bruyère peuvent se reconnaître et reconnaître leur réalité. Et il est ce personnage, nous aussi on peut y reconnaître d'ailleurs des gens qu'on connaît, qui sait tout, qui ment, qui préfère mentir plutôt que de se taire, plutôt que de ne pas savoir quelque chose. Et c'est un contre-exemple de l'honnête homme, dans la mesure où déjà il est malhonnête, donc vraiment littéralement il ne correspond pas à l'idéal de l'honnête homme que porte La Bruyère et que porte toute cette fin du XVIIe siècle, en tout le XVIIe siècle. Mais en plus de ça, il a donc cette tendance à raconter n'importe quoi pour se rendre intéressant. Arias, c'est celui qui prétend qu'il connaît tout d'un pays scandinave, une cour du Nord, dit le texte, et qu'il en a eu plein de récits, plein de descriptions faites par un homme qui était ambassadeur là-bas. Et en fait, il se rend compte, on lui dit pendant le dîner que l'ambassadeur est juste là, et l'ambassadeur ne le connaît pas du tout. Donc il a prétendu le connaître et avoir donc eu ce récit de première main grâce à lui, mais à la fin, et ça fait l'objet d'une chute, dans ce texte, très cruel pour le pauvre Arias, mais en même temps, il est bien puni par là où il a péché, il avait menti, et il se ridiculise devant tout le monde. Donc, c'est révélateur de la réalité derrière le mensonge. Donc, je trouve que cet exemple est super parce qu'il démasque le menteur. Il révèle la réalité. Voilà. La Bruyère invite son lecteur dans son œuvre. Démasquer le menteur, je fais une pause pour vous montrer cette illustration, je vais l'agrandir un peu. Cette illustration, elle est assez utile parce que c'est exactement La Bruyère là. Cette mascarade universelle, je ne sais pas si on le voit, mascarade universelle, elle est ce qu'observe La Bruyère. Chacun a un masque qu'il porte selon les circonstances, des choses à dire qu'ils utilisent selon les circonstances, mais qui ne font que cacher la vraie personne, la vraie personnalité sous ce masque de carnaval, cette mascarade universelle. Voilà. La Bruyère invite son lecteur dans son œuvre. Ça, c'est une autre manière de tendre littéralement un miroir à son lecteur, parce que La Bruyère fait souvent en sorte que le lecteur soit impliqué. Et là, j'ai trouvé un exemple, mais franchement, il y en a plein d'autres, où la deuxième personne, donc le tu ou le vous, bon, La Bruyère vous voit son lecteur, et donc il dit vous, il vient à vous et il vous dit. Donc là, il parle de Pamphile, mais peu importe à la rigueur de savoir que c'est de Pamphile qu'il parle, parce que le plus important ici, c'est que La Bruyère nous met sous les yeux un de ses personnages. Il vient à vous et il vous dit. Et non seulement il nous le met sous les yeux, mais en plus, ce personnage de La Bruyère nous parle. Vous ne faisiez pas hier semblant de nous voir. Et donc ce Pamphile, qui a un autre contre-exemple d'honnête homme,
lui aussi faux, lui aussi masqué, jouant un rôle en permanence, eh bien nous, on est amené à le voir, quoi, à vivre dans cette scénette cette rencontre avec Pamphile. Passons au grand 2. Un metteur en scène qui déforme la réalité. Ça aussi, c'est La Bruyère. La Bruyère n'est pas toujours un peintre fidèle et nuancé, parce qu'il force le trait, un peu comme un metteur en scène de comédie. C'est pour ça que cette illustration, elle n'est pas complètement absurde pour les caractères. D'ailleurs, cette illustration aussi est bonne, puisqu'ici, les singes qui représentent les êtres humains sont comme masqués. Leur fourrure ici ressemble à des masques, et ils sont déguisés aussi, donc exactement comme des personnages de théâtre. Le moraliste donc met en scène son public, ce qui amène à une déformation théâtrale de la réalité. Il met en scène son public, c'est vraiment ce que je veux dire, c'est bizarre comme idée, mais il met en scène son public. Il met son public sur la scène, ce sont pas des acteurs qui joue le rôle du public, c'est le public lui-même qui est amené à jouer ce rôle. Parce que, et c'est ce qu'il dit quand il dit « Je rends au public ce qu'il m'a prêté, j'ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage ». Donc, d'abord, les caricatures des caractères sont fortement théâtralisées. Oui, elles le sont. Elles utilisent les conventions théâtrales et elles utilisent aussi des grands gestes théâtraux, le caractère bouffon de la comédie, le caractère farcesque, tout ce qui rend la comédie distrayante. Et notamment donc des contrastes, c'est l'exemple que j'ai pris, parce que le contraste entre Giton, le riche personnage de Giton, et le pauvre Phédon est un contraste qui est visuel, qui se voit dans le corps de ces personnages, dans leur visage et même dans leur physionomie. Giton a le teint frais, le visage plein et les joues pendantes, l'œil fixe et assuré. Et ensuite, il y a tout un paragraphe avant, c'est pour ça que j'ai mis les points de suspension et les crochets, mais ensuite on a Phédon qui a les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec et le visage maigre. Voilà, on peut les imaginer, on est amené à les imaginer sur une scène, parce qu'en plus ces personnages donc, sont toujours ou presque toujours pris dans l'action, dans des scénettes. Ce sera le cas d'ailleurs quand on lit la suite de cette remarque sur Giton et Phédon, ce double portrait. En fait, c'est pas juste un portrait. Ils sont mis en action, et c'est presque toujours le cas lorsque La Bruyère fait la description d'un type, d'un caractère, il le met en acte. Le Theatrum Mundi, c'est-à-dire l'idée du monde comme un théâtre, c'est l'objet de notre petit b. Parce que c'est un monde de convention, mais surtout c'est un monde d'acteurs, un monde de comédiens, un monde où tout le monde joue un rôle, un monde de comédiens. Oui, nous jouons tous un rôle, les contemporains de La Bruyère jouent tous un rôle, on va mettre un S en effet à convention, et je parle de convention parce qu'il y a beaucoup de conventions au théâtre, mais en fait ce sont des conventions sociales, et les conventions sociales, la manière dont il faut se comporter en société, qui demande souvent d'être hypocrite, d'être faux, ou de forcer le trait, qui demande de surjouer parfois, eh bien ça, La Bruyère le voit très bien. Et il fait cette remarque très générale dans Delacour en disant « Dans 100 ans, le monde subsistera encore en son entier, ce sera le même théâtre et les mêmes décorations, ce ne seront plus les mêmes acteurs. » Et il rejoint une idée qui est très courante à son époque, depuis même longtemps en fait, parce qu'on la trouve par exemple chez Shakespeare. En réalité, c'est une idée artistique très ancienne. Le monde entier est un théâtre, c'est ce que Shakespeare fait dire à un de ses personnages dans Comme il vous plaira. Ça, vous n'êtes pas obligé de le citer ici, parce que en fait, j'ai prévu de le garder pour l'ouverture, à la fin de la conclusion. Donc voilà. Il y a un pays où les joies sont visibles mais fausses, et les chagrins cachés mais réels. Ça, c'est une autre remarque de Delacour, qui dit bien les faux semblants, l'hypocrisie de ces personnages. Mais vous auriez pu prendre Pamphile ici,
par exemple, hein, dans Le Monde comme un théâtre, puisque Pamphile, c'est un comédien de chaque seconde, un comédien qui s'adapte à son public. Et là, beaucoup d'autres caractères, d'autres remarques des caractères auraient pu fonctionner ici. Mais ça suffit, hein, deux exemples, c'est déjà bien pour une sous-partie. On va passer au grand 3. En réalité, si la bruyère tend à ses lecteurs un miroir, alors ce n'est pas un miroir absolument fidèle à celui qui le voit. On n'est pas obligé de mettre le « alors » ici. C'est un miroir grossissant et comique qui nous guide pour nous corriger. Oui, parce que si la bruyère force le trait, grossit le trait, fait des caricatures, en fait, c'est pour nous amener en nous distrayant, nous amener à devenir meilleurs. Bon, je le dis simplement comme ça, mais c'est ça, hein, se corriger. Et d'abord, donc on va organiser ça en 2 temps. D'abord, la satire est un plaisir. Là, donc la satire, la critique, la dénonciation féroce parfois, très piquante et moqueuse, est un plaisir pour le lecteur. C'est un plaisir aussi qu'on ressent en comédie. On se moque du ridicule des autres. Gnaton, c'est l'exemple qu'on prendra ici, est ridicule, il incarne l'égoïsme, il est exagéré dans tout ce qu'il fait. C'est Gnaton, c'est celui qui a toujours faim, l'ogre vorace. Et toute sa description est hyperbolique et j'aurais pu prendre presque n'importe quelle phrase de cette description. D'ailleurs, dans la partie rédigée, je cite plus que juste cette citation. Je me développe largement plus sur Gnaton. S'il enlève un ragoût de dessus un plat, il le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe, on le suit à la trace. Ça animalise Gnaton, ça en fait une espèce de grosse limace qu'on peut suivre à la trace. Et oui, je notais que c'était un humour fin appliqué à un personnage grossier, oui, bon, c'est vrai, mais surtout, on a plaisir à voir ridiculiser ce personnage qu'on reconnaît et qui s'empiffre pendant les repas. Bon, la bruyère ensuite mène son lecteur au rire, du rire, par exemple, le rire que peut susciter un personnage aussi grossier que Gnaton, a des leçons de morale, une intention de corriger son lecteur. Ici, j'ai beaucoup développé cette partie. Donc, oui, parce que déjà, cette citation est longue. Vous n'êtes pas obligé de tout retenir. Peut-être juste une partie suffirait. Là, la bruyère se met en scène lui-même ici, face à son personnage d'Assis. Assis, c'est celui qui ne parle comme personne, parce que c'est un hipster du langage. Lui, il est tellement original, il veut avoir tellement d'esprit, se faire sentir, se faire voir, se faire entendre comme tellement intelligent, qu'il parle de manière incompréhensible. Et cette scène est théâtralisée. La bruyère entre donc en conversation avec Assis. On n'entend pas Assis, on n'entend que le moraliste. Mais on devine qu'il parle à Assis. Son portrait est donc particulièrement dynamique parce qu'après avoir parlé à Assis, le moraliste le met en scène parlant à quelqu'un d'autre. Et juste avant qu'il parle à quelqu'un d'autre, c'est ce que je dis ici, juste avant qu'il aille s'adresser à d'autres gens, le moraliste va le tirer par le col, je vous tire par votre habit, c'est ce qu'il dit, hein, et vous dit à l'oreille, ne songez point à avoir de l'esprit. Et c'est-à-dire, parlez normalement, parlez comme les gens simples. C'est comme ça que vous vous ferez entendre, et c'est comme ça peut-être que vous ne passerez pas pour un idiot et que vous ne serez pas ridicule. La bruyère nous le dit aussi à nous dans l'oreille quand il dit ça. Et j'adore ce passage, je trouve qu'il donne bien l'exemple d'une leçon de morale, d'un enseignement de la bruyère, parce que en faisant un personnage aussi caricatural qu'Assis, et avec qui la bruyère est assez sévère, il est strict, hein, là, il est piquant, et il le ridiculise bien pour ses lecteurs, en fait c'est un peu à nous qu'il parle. Et ça représente, disons que ça révèle la manière dont il parle à son lecteur, parce que cette remarque-là sur Assis n'est qu'une manière, n'est que révélatrice, elle est révélatrice de comment les caractères peuvent fonctionner sur un bon lecteur, un lecteur qui comprend que c'est à lui que s'adressent ces portraits, que c'est lui qui est représenté dans ces portraits. Donc il doit s'en corriger et donc il doit écouter ce que la bruyère nous dit à l'oreille. Ne songez point à avoir de l'esprit ici. Ça c'est l'exemple d'Assis, mais en réalité il y a bien d'autres choses qui nous est dites à l'oreille. Donc là je passe rapidement sur la version rédigée. À la fin j'ai fait des longues sous-parties
Notamment, j'ai longuement analysé A6. Sur Gnaton, j'ai cité aussi les conviés, s'ils veulent manger, mangent ses restes. Les conviés mangent ses restes pour analyser l'exagération, l'hyperbole ici qui est à l'œuvre. Une scène absurde et caricaturale, voilà. Et puis on arrive à la conclusion. Conclusion que je vais parcourir rapidement parce que vous l'avez intégralement rédigé ici, si vous faites un arrêt sur image ou si vous allez sur mon site. En conclusion, en fait, on va commencer par reprendre le grand 1 et le grand 2. Et on va le faire assez rapidement, ça. Le miroir que constituent les caractères peut être observé selon bien des angles. C'est tantôt un simple miroir parce qu'il nous imite avec justesse, et tantôt un miroir grossissant parce qu'il déforme les traits des personnages en faisant une caricature en acte, en mouvement. On pourrait rappeler ici théâtral, hein. C'est le grand 2 là qu'on reprend dans la deuxième partie de la phrase. En une phrase, on a récapitulé le grand 1 et le grand 2. Cette analogie du miroir est assez bonne, en tout cas, bon là c'est trop oral, je viens de rédiger cette conclusion et je pensais déjà à ce que j'allais dire dans cette vidéo, donc c'est dans un style un peu trop oral. Cette analogie du miroir est assez bonne, pas de virgule, parce qu'on peut utiliser un miroir pour corriger ce qui ne nous convient pas chez nous. Et c'est ce à quoi La Bruyère veut que serve son livre. Oui, c'est exactement ça. Ici, c'est le grand 3 qui est résumé. Mais c'est une comparaison qui n'est pas suffisante parce qu'un miroir ne fait que renvoyer la superficialité, l'apparence de ce qu'il regarde. Donc là, je reviens sur cette analogie du miroir qu'on a proposée dans la problématique. C'est pas dans le sujet, hein, mais c'est dans la problématique. Donc on va y revenir quand même, et on y revient parce que le terme du sujet, c'est image. Et c'est là qu'on va insister sur le théâtre. Alors que, donc, qui est fait d'images, qui est visuel. Alors que les caractères réussissent comme une pièce de théâtre, par exemple une comédie de Molière, là il faudrait rajouter, par exemple une comédie de Molière, à révéler les hypocrisies des hommes dans leurs rapports sociaux, à démasquer les tartuffes, les avares, les coquettes, les bourgeois opportunistes. On pourrait avoir la tentation de mettre etc. ici, mais ne faites pas ça. Dans les dissertes, ne mettez pas 3 points de suspension ou etc. Les correcteurs n'aiment pas ça parce que ça veut dire j'ai plein d'autres idées, mais j'ai pas le temps de les mettre. Donc évitez les points de suspension ou les etc. Pour combiner l'analogie du miroir à celle du théâtre, on peut imaginer une salle de spectacle. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais en fait, je vous le dis à l'oral, mais c'est une bonne idée de voir les caractères comme une salle de spectacle dans laquelle La Bruyère, metteur en scène, aurait installé un immense miroir sur la scène et nous aurait invités dans cette pièce à jouer chacun nos rôles. Donc on est dans le public et on joue chacun nous-mêmes nos rôles. Et on peut se voir en même temps. Face à ce grand miroir, on est invité à jouer nos rôles, nos personnalités, à nous reconnaître nous-mêmes et à rire de nous-mêmes. La Bruyère nous invite donc à tirer un enseignement de cette théâtralité du monde qui n'est pas une idée nouvelle à son époque. Et c'est là donc qu'on peut citer de manière un peu plus longue ce passage célèbre de Comme il vous plaira de Shakespeare. Le monde entier est une scène. Hommes et femmes, tous n'y sont que des acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles, oui. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages.